Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode, un épisode un peu différent, un peu spécial, dans lequel Fanny et moi, on s'amuse à revenir sur les épisodes précédents et extraire des apprentissages, revenir sur certains thèmes qu'on jugeait pertinent de pousser un petit peu plus loin. Donc, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous suggère d'aller d'abord les écouter parce que sinon vous n'allez pas nous suivre dans toutes nos folies et nos directions différentes. Bonne écoute. On a eu beaucoup de plaisir à enregistrer ça. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous. Des histoires authentiques, inspirantes, remplies de prise de conscience et de sens. Soyez prêts à en entendre de toutes les couleurs! Yes! Allô Fanny, bon matin! Salut Marie-Ève! Comment tu vas ce matin? Super bien, vraiment. J'ai bien dormi. Enfin, mes enfants n'ont pas réveillé cette nuit. C'est le temps des rhumes, là. Je sais pas, l'épisode va passer plus tard cet été, mais là, tout le monde est malade, fait que je m'en sors encore à date, là. Je suis vraiment contente. Yes, super. Mm. Moi, j'ai une grosse semaine, je vais être franche. Ouais. L'avant-dernier Q&A de ma formation en ligne, fait que c'était hier soir, on a fait un gros 2h15, là, fait que c'était le fun, mais je sens que ma nuit par la suite, c'est comme si j'ai une certaine adrénaline, là. Fait que quand on finit autour de 8h45, 9h, pour moi, c'est tard. Fait que souvent, mes nuits après ça sont un petit peu moins reposantes. C'est comme si je continue à donner le Q&A dans ma nuit. Oui, puis toi, en plus, t'arrêtes les écrans vraiment tôt le soir, là. T'as vraiment une bonne hygiène de vie concernant les écrans, fait que... Ouais, ben là, j'ai donné mon Q&A avec mes lunettes anti-lumière bleue, mon filtre et compagnie, là. Fait qu'au moins, j'avais quand même mis en place certaines choses, mais en effet, là, les écrans, moi, à partir de 7 heures d'habitude, là, je les mets de côté, là. Fait que, Mhm. Ouais. Ça donne quoi? Ça donne à peu près 1h30 avant de te coucher ou dans ce coin-là? oui, c'est ça, exactement. D'habitude, vers 8h30, là, je suis dans le lit en train de lire un livre. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. Idéalement, OK. un, idéalement 1h30 avant, parce qu'on sait que la lumière bleue des écrans représente la lumière de midi dehors. Donc, si on écoute, que ce soit un cellulaire ou un ordinateur, ben, la lumière rentre puis touche au récepteur au niveau de notre rétine. Donc, notre cerveau, il pense pas que c'est le temps de se coucher. Donc, ça l'affecte beaucoup le sommeil. Des fois, les gens, ils savent pas nécessairement, tu sais, ils ont l'impression qu'ils dorment bien quand même, mais souvent, le sommeil, au niveau des différentes phases de sommeil, c'est moins récupérateur en bout de ligne, là. Fait que, Hmm. c'est comme n'importe quoi, il y a des gens qui sont plus sensibles à la lumière que d'autres aussi. Ouais. Bon, je vais faire écouter ce petit bout-là à mon fils. Ah, mais la lumière, c'est un sujet vraiment complexe, là. On pourrait en parler Oui. longtemps. Mais en gros, de faire attention, de mettre des filtres, des lunettes anti-lumière bleue, c'est la base, Hmm. selon moi. Ouais. Hmm. Oui, oui. Good. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu spécial, hein? On Ouais. revient sur chacun des épisodes, on fait un résumé de ce qui nous a marqué, de ce qu'on veut se rappeler, hein, davantage. Euh, donc c'est ça, à certains moments, ça va être un petit peu plus toi qui vas avoir des choses à dire et inversement. Donc, l'idée, c'est de retirer le plus de valeur de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on continue d'apprendre, de faire des parallèles avec notre vie actuellement. Exact. Super. Là, c'est sûr que le premier épisode, on parle de notre présentation à nous, fait que là, on ne reviendra pas là-dessus, là, certainement. Exact. Euh, on est toujours là de toute façon pour les questions s'il y a des gens qui en ont, puis tout ça, mais la première, on peut la laisser passer. C'est ça. Mais là, toi, l'épisode 2, l'épisode dans lequel on avait parlé de la préparation, comment on s'était préparé à ce voyage-là, je pense qu'il y avait un petit quelque chose que toi, tu voulais rajouter. Oui, je me suis rendu compte après que j'avais pas vraiment parlé, en fait, du matériel temps que j'avais apporté. Le point principal qui m'importait quand j'ai écouté l'épisode par la suite et que j'ai dit que j'avais manqué, c'était surtout finalement comme le outfit, là, tu sais,
l'habillement que j'ai adopté pour le restant de l'aventure, puis qui m'a vraiment aidé dans toutes les situations. Euh, Au départ, je vous avais dit que, en tout cas du moins pour ma première journée, ce qui est l'épisode numéro 3, mais je vous avais dit que j'avais mis des pantalons qui étaient comme super chauds. Je suais en dessous de ça, ça avait juste aucun bon sens. J'avais peur des tiques en plus, fait que même s'ils étaient ventilés, j'ouvrais pas les trappes, là, tu sais, c'est comme, je voulais pas qu'il y ait rien qui rentre. Euh, Puis j'avais vraiment eu chaud. Et je sais pas qu'est-ce qui a fait le changement par la suite, mais la journée d'après ou le soir même, j'avais mis des leggings. Sauf que les leggings tout seul, je me suis dit, ouais, mais tu sais, tu peux quand même les briser, tu peux quand même t'écorcher, les épines, tu n'as aucune protection des épines d'acacia. Euh, Fait que pour une raison obscure, j'ai mis les deux la journée d'après, je pense. J'avais mis mes leggings puis mes pantalons chauds. Et surprenamment, j'ai jamais eu froid puis j'ai jamais eu chaud dans ce setup-là de deux paires de pantalons. Comme si les leggings servaient à la fois de couche protectrice isolante contre soit le froid, l'eau ou la chaleur. Comme un genre de dry suit, là. Je me suis rendu compte que ça faisait un peu ça comme effet. Euh, je pouvais avoir chaud, mais les pantalons, ils collaient pas sur ma peau. Fait que j'avais pas le sentiment, j'avais pas l'impression d'avoir chaud puis de suer puis d'être mouillée, là. Pas du tout. Fait que pendant la semaine, c'est un peu ça qui s'est passé. S'il faisait vraiment très, 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 très chaud, puis que j'avais pas besoin de me coucher à terre puis de me rouler dans la boîte, c'est une chose qu'on n'a jamais faite. Mais je mettais ma deuxième paire de pantalons, tu sais. Euh, c'est ça, plutôt, je l'enlevais, là, je restais en legging. Mais les fois où on s'est couché puis qu'on était carrément à terre, ben là, je mettais mes pantalons par-dessus, tu sais. Fait que c'est ça, ça a comme servi de salopette d'hiver, Ouais. de protection. Ouais. J'ai vraiment apprécié ça. Euh, Autant dans la chaleur ou comme dans la dernière journée où il a plu vraiment beaucoup. J'avais les pantalons qui étaient mouillés, mais avec mes leggings en dessous, comme si de rien n'était, là. Hmm. Fait que tous les autres journées, c'est comme ça. T'avais les deux ou il y a eu certains moments que tu avais juste un au final? Ben c'est ça, tu sais, quand il faisait super chaud, c'était soit mes leggings. Ça se pouvait que que j'étais juste en leggings s'il faisait super chaud, mais sinon, la majorité du temps, j'avais mes deux paires. Hmm. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé vraiment que ça a été un life changer là, pour cette aventure-là, vraiment, de me sentir confortable dans mes vêtements, puis de me sentir à la fois rafraîchie ou euh, plutôt réchauffée dans les moments où il faisait froid puis qu'il mouillait, mais d'être toujours très confortable et très à l'aise dans les mouvements que je faisais aussi. Parce que, tu sais, juste les pantalons, alors que j'avais chaud, mettons, la première journée, ben, ça collait sur ma peau, là, fait que j'avais de la misère à me plier. C'était vraiment pas un sentiment confortable, là, du tout. Mais avec les leggings, ça glissait bien, puis j'avais aucun problème. Je me sentais vraiment à l'aise de faire tous les mouvements, là, de me pencher ou peu importe, là. Mm. Ça, tes pantalons, c'était des Fjällräven, hein, c'est ça? Ouais, ouais. La marque avec le petit renard. C'est suisse, c'est une marque suisse, je pense. Ouais. Parfait. Ah, Fait que pour les gens Raven. qui se posent des questions là, tu sais, en lien avec ces pantalons-là, parce que t'es quand même plusieurs personnes avec ces pantalons-là là, dans les différents groupes, cette marque-là. Donc, Mhm. de ce que je comprends, c'était plus comme un peu la sensation de ce matériel-là sur ta peau. C'est comme si ça augmentait la chaleur. Puis là, en mettant ton legging, ça créait un genre d'isolant qui te Mhm. permettait de te sentir mieux, puis de ne pas sentir justement ce matériel-là qui te collait sur toi, là. Ouais. Oui, parce que les pantalons Fall Raven, ceux que j'ai achetés, c'est des pantalons à 200 là, si c'est pas plus. Puis, sont vraiment le fun parce qu'il y a des poches partout.
Ceux que j'avais pris étaient ventilés, fait que j'avais des zips sur les côtés que je pouvais ouvrir presque tout le long de la cuisse. Le matériel est très, très, très heavy duty, là, fait que les épines d'acacia, je sais même pas s'il aurait passé au travers. En tout cas, bref, je me suis jamais fait piquer par aucune épine, même si je me suis assis puis couché à terre. Euh, L'autre chose par rapport à ces pantalons-là, c'est que il y a une couche protectrice qu'on peut mettre par-dessus pour les imperméabiliser, mais c'est carrément de la cire. Fait que c'est comme tu passes un bâton de cire dessus, tu le fais chauffer soit au fer chaud ou au séchoir à cheveux, par exemple. Mais ça vient vraiment enlever la respirabilité, si on peut dire ça de même, du tissu, là. Fait que, ouais, c'est ça, sont hyper utiles de par leur plein de poches, de par la confection, le matériel, tout ça, mais c'est juste que quand il fait chaud, c'est tough, là. Ouais. OK. Intéressant. Mm. Voilà. Intéressant, super. Excellent. Fait que ça, c'était notre retour sur épisode 2, ajout d'un petit détail. L'épisode 3, dans le fond, c'était l'épisode que tu nous partageais ta première journée, hein, puis ce que tu avais vécu. Puis moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Ce que j'en retire, c'est beaucoup l'importance de s'arrêter et de s'adapter aux besoins du moment qui sont nouveaux selon ce qu'on vit. Puis aux nouveaux besoins, en fait, qu'on a découverts. Mhm. Et toi, tu nous expliquais, tu sais, que c'était une de tes forces, toi, de, de t'adapter comme ça, de faire des deuils, tu sais. Tu nous expliquais, c'était beau, là, ça, quand tu nous expliquais avec tes enfants, tu sais, comment tu t'appliques ça au quotidien avec eux, puis que tu leur t'es inspires, puis que ça venait aussi de tes parents qui t'avaient montré à faire ça. Fait que ça, je trouvais ça magnifique. Puis j'aimerais ça savoir, tu sais, est-ce que tu as des trucs pour nous? Tu sais, moi, j'aimerais ça pour moi personnellement, puis je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient ça, avoir des trucs pour faire des deuils davantage. Puis, ouais. Mm. OK. Des trucs, c'est un peu difficile. Ce que je peux dire, ce qu'on avait mentionné aussi dans cet épisode-là, c'était la façon de faire des choix. Tu sais, de faire des choix côté soit maximizing, maximisation ou satisfaction. Fait que c'est sûr que ça, à la base, si on fait nos choix en fonction de ce qu'on veut vraiment, clairement, je pense que le deuil peut arriver plus facilement. Tu sais, Par contre, il faut faire un choix. Tu sais. Il faut faire un choix, puis il faut, à la base, savoir ce qu'on veut. Fait que, tu sais, là, je suis comme en train de penser à ça live, là, mais euh, pour être capable de faire des choix, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut, il faut savoir vraiment qui on est, ce qu'on a de besoin. Fait que ta question est vraiment grosse, finalement, je me rends compte, là, parce que ça revient un peu à la base de dire je suis qui? Je suis qui? Je veux quoi? Je m'en vais où? Euh, Fait que c'est sûr, si on sait ça, puis qu'on s'en va plus vers des choix qui sont vers où on veut aller, ben c'est sûr que les deuils sont plus faciles. Sûr, sûr. Je pense que je pense que c'est quelque chose que j'ai développé dans ma jeunesse. Moi j'étais enfant unique, hein, puis j'étais souvent toute seule. Moi, je m'occupais tout seul, hein. Et j'avais un fun fou à être tout seul. Tu sais, là, il y en a qui ont de la misère à être tout seul. Tu sais. Je me rends compte de ça avec mes enfants. Tu sais, sont habitués d'être deux, puis ils sont toujours en train de se picosser. Puis je suis comme, oh my God. Mais j'avais pas ça, moi. Tu sais, j'occupais mon temps avec toujours des choses que je tripais. Fait que je me suis découvert assez rapidement dans mon enfance. Euh, Puis ça me rappelle un peu, tu sais, l'exercice qu'on avait fait avec Guillaume dans Précog, là, tu sais, notre ligne de vie en 10 événements. Je l'avais partagé à une amie juste avant de partir pour l'Afrique parce que je voulais vraiment faire le bilan de mes premiers 40 ans de vie, puis faire le début d'un nouveau chapitre. Puis il y avait quelque chose que j'avais vécu là-dedans, qui était mon premier événement de vie, c'était mes amitiés.
mes amitiés défaillantes, je vais dire. Euh, Tu sais, on est à la recherche de nous-mêmes, on ne sait pas encore nécessairement qu'est-ce qu'on veut, mais cet ami-là, à qui j'ai verbalisé cette ligne de vie-là, m'a fait réaliser que très tôt dans ma jeunesse, je savais qui j'étais. Chose que je n'avais pas réalisée là, avant de le verbaliser. Là. Fait que j'ai découvert ça à 40 ans, que dans ma jeunesse, je savais qui j'étais. Et ça faisait que j'avais une force, une force de caractère, probablement euh, une force de caractère en lien avec mes ambitions, mes goûts, ce que je veux. Euh, les amis autour qui essayaient de m'influencer, il y avait un peu de misère à le faire. Autant que j'avais beaucoup de, c'est quoi le mot pour ça, donc? J'étais capable d'avoir mon opinion, mais de comprendre celle de l'autre, puis d'en prendre et d'en laisser. Tu sais, j'avais ce, merde, je l'avais encore sur le bout de la langue, ce mot-là, mais c'est pas grave. Le sens de la Euh, répartie. Sens de la répartie, c'est exactement ça. Voilà. Euh, fait que la, la situation que je vivais quand j'étais jeune, puis que j'ai vécu souvent, c'était que j'avais une meilleure amie, on s'entendait super bien, la dynamique était bonne, cette amitié-là allait bien. Mais il y avait toujours un third party, là, il y avait toujours une troisième personne qui s'en venait et qui finissait toujours par monter l'autre contre moi. Et je finissais pas mal tout le temps tout seul. Ça m'est arrivé sérieusement pendant mon primaire et début secondaire au moins 4 fois, ce genre de situation-là. Et c'est juste rendu en secondaire 3, j'ai dit, moi là, je t'écœurée, là. Ils vont tous être mes amis. L'école au complet. C'est pas vrai que je vais finir tout seul puis tout ça, mais c'est un peu un détour que je prends pour dire que quand on sait qui on est puis qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, ben c'est sûr que de faire des choix qui s'en vont vers la satisfaction, c'est beaucoup plus facile. Euh, Tu sais, ce que je peux dire aux gens, c'est comme le choix que vous êtes en train de faire, là. Tu sais, vous avez deux branches devant vous. Il faut aller se poser la question, c'est quoi les besoins en arrière de ça? C'est quoi les besoins en arrière de ça? Puis c'est lequel qui fait que je vais me rendre le plus vite à ce que je veux vraiment dans ma vie? Puis ça, on va en reparler un petit peu plus tard, là, parce qu'on a fait un petit briefing, toi puis moi, ensemble, mais euh, on vit tellement pas beaucoup d'années. Le temps passe tellement vite que de faire, d'être capable de faire des choix qui ont un lien avec la satisfaction, je pense qu'on vient de sauver des années, là. On vient de sauver des années, puis on a une vie qui est tellement plus remplie de sens, puis qui veut tellement dire plus pour nous, tu sais. Mhm. Ouais. Mhm. C'est ça que je dirais pour les trucs. Il n'y a rien de magique, là. Tu sais, il n'y a vraiment, vraiment rien de magique. Euh, il y a toujours, évidemment, une partie, tu sais, la partie deuil, il faut la vivre pareil. Tu sais, il y a une partie qui est pas facile. C'est ça, une période de transition, puis c'est normal qu'à chaque fois qu'on fait un choix, il y ait cette partie-là plus ou moins grande, dépendamment de la grosseur du choix qu'on fait. Faut juste être au courant que même si on s'en va vers un choix qui est la satisfaction, on va quand même avoir un deuil à faire. Il va falloir qu'on passe au travers du processus de dire, OK, ben l'autre choix, je décide que ce n'est plus ce que je souhaite aujourd'hui, puis je m'en vais vers quelque chose qui a plus de sens pour moi. Oui, comme au même type que Catherine s'est créé des plans d'exposition en lien avec les insectes, en lien avec des choses, ben là, c'est de se créer un plan d'exposition au deuil. Donc, de s'habituer à Oui, faire des deuils, puis de oui, c'est comme un entraînement. Au début, quand on commence un nouveau sport, on est nul, puis là, on oui. s'améliore.
Hey, je peux te faire un choix, pas un choix, mais un exemple de choix qu'on retrouve vraiment tout le temps dans une journée, là. En fait, à chaque fois qu'on pose une action, on fait un choix. Je tourne à droite, je tourne à gauche. Je vais-tu manger une poire ou je vais manger une mangue? Qu'est-ce que je fais pour souper? Il y a n'importe quoi. Tout, tout est, tout est un choix dans une journée. Il suffit juste de le voir parce que clairement, l'exposition est commencée depuis longtemps, là. C'est juste que peut-être que les gens n'ont pas encore réalisé que c'était des choix qu'ils faisaient, mais la moindre petite chose est un choix dans une journée, puis dès qu'on pose une action, c'est en lien avec un processus de choix qui s'est fait vite, vite dans notre tête, tu sais. Il y en a qui nécessitent, comme je disais, plus de réflexion, puis plus de temps, puis plus d'adaptation, mais c'est ça. Je pense que tout le monde a au moins une base dans le choix de satisfaction, là, déjà bien établie dans leur vie, mais qui sont pas au courant encore. Oui, puis tu sais, juste, on dirait que l'image que je voyais quand tu expliquais ça, c'est OK, ben là, tantôt, je m'en vais à la clinique pour traiter des patients. Mais mon objectif, c'est de m'en aller à la clinique. Mais tu sais, je pourrais m'arrêter et dire ah, j'ai pas visité ce quartier-là, puis aller faire un détour. Mais tu sais, si mon. Là, c'est un exemple banal, mais tu sais, au final, c'est. C'est très bien expliqué, tu sais, on a toujours le choix de faire ci ou de faire ça. Puis en fait, l'éducation, le fait de comprendre le mécanisme derrière, ben souvent nous aide à faire un meilleur choix pour nous. Tu sais. C'est pour ça qu'en santé, par exemple, moi j'explique plein de fonctionnements, de mécanismes du corps humain, mais si les gens ils comprennent pourquoi que c'est pertinent de faire ce choix-là, ben, ils ont bien plus de chances de le faire. En plus de savoir, c'est essentiel qu'ils sachent vers où ils veulent s'en aller. Tu sais. Fait que, Ben oui, ben oui. Tu sais, il y en a, on dirait, qui n'ont pas envie de comprendre, mais c'est parce que il y a tellement une valeur ajoutée à comprendre le processus du pourquoi qu'on le fait. Tu sais, ça vient donner un sens, justement, au processus au complet que tu parles. oui, oui. Mm. Fait qu'en bref, c'est de se connaître, de Ouais, savoir dans quelle direction qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins. C'est ça qui nous permet de faire un choix plus approprié, qui est plus en alignement, en cohérence vers ces objectifs-là et d'accepter les points négatifs plus difficiles du deuil. oui, on va passer au travers, ça c'est sûr. Mhm. Mm. Ah, ben cool. Moi, j'aime ça, ce sujet-là. Ça me parle. Ouais, Ben oui. tant Puis ce que mieux. j'ai réalisé aussi en lien avec les deuils, là, pour faire un Ouais. parallèle avec. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai vécu un gros deuil quand même entre le groupe 1 puis le groupe 2. Là, tu sais, j'en avais parlé avec Steven. Ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, tu sais, on est triste, puis là, on a plein d'émotions, mais des fois, c'est pas toujours le deuil de cette situation-là qu'on vit. Mm. Des fois, c'est un deuil qu'on n'a pas vécu avant. Un gros deuil, ça peut être un deuil d'une personne, ça peut être un deuil d'une relation, d'une peu importe. Mhm. Une personne concrètement qui est décédée, mais des fois une personne qui est partie de notre vie. Puis c'est comme si on s'est rembarqué dans autre chose sans vivre ce deuil-là. Puis j'ai réalisé que ça peut se déguiser dans d'autres formes de deuil des fois, dans d'autres situations. Ben oui, tout à fait. Ce que tu es en train d'expliquer là, c'est carrément comment augmenter l'anxiété par rapport à une situation. Là, tu nommes la séparation. Si tu vis mal tes séparations et qu'à chaque séparation, tu vis encore plus d'anxiété par rapport à ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, euh, la séparation que tu vas vivre va être le reflet de toutes les autres séparations que tu as vécues dans le passé, accumulées en plus, mais Oui, comme tu dis, déguisées de par la situation présente que tu vis en ce moment, là. oui, tout à fait. Puis moi, ce que je pense, là, je suis encore en train d'analyser ça, là, j'ai pas encore tout extrait là, en lien avec ça, mais je pense que le deuil, ben, le sentiment de tristesse que j'ai ressenti entre les deux groupes, c'est en lien avec le deuil de la petite Marie qui veut tout avoir. Euh, Mm. tu sais, un peu style Walt Disney style, là, tu sais. Mhm. Tu sais, dans le sens que
sais, moi, si j'avais pu, parce que là, je me suis posé la question, OK, ben à ce moment-là, quand le groupe 1 s'en allait, qu'est-ce que j'aurais. Mettons, si j'avais pu tout choisir, qu'est-ce que j'aurais pu choisir, ben ça aurait été de garder le groupe 1 puis que vous arriviez. Puis là, qu'on on soit plein de monde à faire cette expérience-là. Mais tu sais, clairement, ça se peut pas, cette affaire-là, tu sais. Mais c'est comme si à un niveau plus profond, c'est en lien avec, c'est ça, le deuil de tout avoir. Le deuil de. Mhm. Parce que c'est beau de rêver que tout est possible. Puis c'est important d'avoir, tu sais, cette naïveté-là. Puis moi, toucher à des rêves, j'ai pas de difficulté à ça. Mais là, c'était comme, non, non, t'es sur la terre. Voici la situation, voici ce qui se produit. Fait qu'à un niveau plus profond, c'était ça, je pense, une partie du Mhm. sentiment que je ressentais à ce moment-là. Oui, le deuil que tu vivais du choix de maximisation, là, tu sais, qu'on vient juste de parler, Ouais. de, du fait que tu agissais comme ça quand tu étais plus jeune, là, du type de choix que tu faisais, peut-être. Oui, puis tu sais, quand que j'étais jeune, c'est comme si tu sais, on rêve à des choses, là, tu sais, on rêve à, on a une certaine vision du monde. Là, Mhm. c'est comme si j'avais comme intégré, j'imagine, quelque chose de plus qui faisait que mon ancienne vision du monde, ben, il fallait que je la laisse aller. Mais en même temps, Mhm. c'était la vision de la petite Marie qui rêve, qui voit tout est beau, tout est possible, c'est merveilleux. Fait que Mhm. ça me faisait de quoi de laisser ça? Puis c'était Mhm. ça le deuil que je ressentais. Ouais, c'est profond, là. C'est Ouais, loin. c'est ça que je chantais quand que je me suis Mhm. penchée là-dessus, puis quand j'ai écrit là-dessus. Fait que, Mhm. en tout cas. Ben, j'aime ça, puis il y a un point que j'aimerais ça rajouter, c'est que euh, les deuils, parce que j'avais mes notes en avant de moi, là, tu sais, du cours précog, là, parce que je voulais bien informer les gens. Euh, Puis tu me fais penser qu'à un moment donné, on n'a pas le contrôle sur tout. Euh, Puis les gens parlent souvent de lâcher prise, tu sais, puis on pourrait penser que quand on lâche prise, c'est plus facile de faire des deuils. Mais en même temps, le lâcher prise est pas bon si il est fait de façon euh, juste déresponsabilisation. Au contraire, le lâcher prise doit être fait sur la portion du choix dont on n'a pas le contrôle et on doit prendre la responsabilité de prendre le contrôle sur la portion dont on a le contrôle, dont la satisfaction. Je pense que c'est là aussi. La satisfaction fait que on est capable beaucoup plus facilement de lâcher prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle et de prendre le contrôle sur ce qu'on veut vraiment, tu sais. Prendre des actions puis faire des plans d'action, tout ça. Il y avait ce bout-là que je voulais rajouter aussi. Euh, c'est pas Super, mal ça. Ouais. très bien. Vraiment. Cool. Fait que ça wrap up Oui, notre épisode ça wrap up. numéro 3. Numéro 3. Numéro 4, on a eu Valérie. Puis là, tu m'avais parlé, justement, dans l'épisode numéro 3, tu avais parlé de l'analogie de l'énergie avec le feu. Puis là, tu avais dit, finalement, on va en parler comme dans ma première journée. Puis finalement, on n'en a même pas parlé dans l'épisode avec Valérie. Fait que là, j'aurais voulu que tu élabores un petit peu là-dessus. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, tu sais, quand on a un invité, hein, tu sais, on veut comme tout profiter de l'invité. Fait que là, je trouvais que c'était moins à propos, puis ça s'est moins Mhm. placé aussi. Mais tu sais, c'est ça. Moi, l'analogie du feu, je l'utilise beaucoup en clinique. Je pense que si je remonte à la source, c'est mon mentor, Dr. Charles Leroux, là, un de mes enseignants en kinésiologie appliquée, qui nous a déjà parlé de ça. Fait que je ne suis pas l'auteur de cette analogie, mais de mémoire, c'est lui qui m'a expliqué ça. Euh, mais dans le fond, notre digestion et notre énergie fonctionnent exactement comme un feu. Fait qu'il y a vraiment des parallèles avec Guillaume qui lui explique vraiment le volet plus psychologique, c'est de l'énergie, de comment entretenir l'énergie, la faire fructifier. Mais il y a aussi une partie de notre énergie qui est dépendante de nos habitudes de vie, de ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps. Mhm.
dans notre estomac, ben, il y a ce qu'on appelle le feu digestif. C'est littéralement comme ça que ça s'appelle. Donc, l'acidité gastrique. Donc, dans notre estomac, on doit avoir beaucoup d'acidité et c'est ça qui nous permet de bien digérer les aliments. Okay? Les gens, ils pensent qu'il faut qu'ils diminuent leur acidité. Tu sais, souvent, ils prennent des antiacides quand ils ont des reflux. Mais ça veut dire que il y a de l'acidité qui remonte dans l'œsophage, qui est le tube ici qui connecte la bouche à l'estomac. Mais ça veut pas dire que c'est parce qu'il y en a trop. C'est plutôt parce que le clapet qui permet à l'acidité de rester dans l'estomac souvent ne fonctionne pas bien pour différentes raisons. Fait que, petite analogie, mais bref, dans l'estomac, il doit avoir beaucoup d'acidité. Et tout dépendamment de ce qu'on met dans notre estomac, mais ça va faire en sorte, est-ce qu'on va avoir l'énergie à court terme ou est-ce qu'on va avoir l'énergie jusqu'à moyen long terme? Donc, quand on fait un feu, quand on se nourrit, quand on met du papier, par exemple, dans notre feu, ben, c'est exactement comme si on mettait des glucides dans notre repas. Donc, des glucides, c'est quoi? C'est les fruits, pain, pâtes, patates, pâtisserie, évidemment, et friandises. Ça rentre dans le glucide. Et donc, on met du feu, ça brûle vite, ça dure pas longtemps. Mhm. Fait que ça, c'est correct. Vous pouvez en mettre du papier. Des fois, ça l'aide là, à avoir de l'énergie rapidement. C'est comme par exemple les triathlètes qui fonctionnent sur les glucides, ben, ils ont des gels puis ils ont plein d'affaires pour justement se remonter quand ils sentent qu'ils sont dans un crash. Pourquoi qu'ils vont dans un crash? C'est une autre question qu'on pourrait en parler longtemps parce qu'on n'a pas à se rendre là. Mais mais tout ça, je vais m'arrêter là. Mais puis, inversement, les bûches qu'on met dans le feu, ben ça, c'est nos protéines. OK? Donc ça, vous pouvez utiliser cette analogie-là aussi avec les tout-petits, quand ils veulent manger plein de sucre, tout ça, leur expliquer que c'est comme un feu qu'il y a à l'intérieur d'eux, puis ils peuvent choisir de nourrir avec du papier ou avec des bûches. Puis là, les protéines, ben là, c'est quoi? C'est euh, les œufs, les protéines animales. Évidemment, on veut toujours choisir des protéines animales de bonne qualité, nourries à l'herbe, liberté et compagnie, là, idéalement. Ensuite de ça, les noix aussi, c'est quand même une source de protéines. Il ne faut pas exagérer dans les noix parce qu'il y a certaines les lectines, les oxalates, en tout cas, c'est des choses qui font en sorte que ça peut créer d'autres problématiques au niveau du corps, mais une petite quantité de noix, c'est aussi des protéines. Donc, on veut ajouter plus de protéines dans notre alimentation, puis c'est ça qui va faire que l'énergie va durer plus longtemps. Les gens qui crashent en début d'après-midi, ben, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas pris assez de protéines au déjeuner. Puis aussi, ben, manger des protéines au déjeuner, ça va faire que la glycémie va diminuer les chances qu'il y ait le gros pic de glycémie. Et une fois qu'il y a un pic de glycémie, il y a aussi un crash de glycémie. Puis c'est dans ce crash-là de glycémie que là, on a des rages de sucre et compagnie. L'analogie avec le feu, on peut l'utiliser à plusieurs sauces. Puis je pense qu'on peut l'utiliser justement autant en psychologie que vraiment plus en biochimie, en lien avec nos habitudes de vie. Ouais. Puis, tu sais, il y a une notion aussi probablement de gestion de l'énergie dans le sens où gérer ses repas, que ça soit pas trop copieux, qu'on mange un petit peu plus souvent. Tu sais, il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans. Exactement. Quand on mange beaucoup, ben, c'est sûr que ça va créer ça va Une demander surcharge. plus d'énergie. Oui, tu sais, notre corps, ça prend de l'énergie de digérer. C'est pour ça que les gens, souvent, qui font des jeûnes, ben, ils se sentent bien parce que ils ont accès à plus d'énergie parce qu'il y a moins d'énergie qui est utilisée pour la digestion. Fait qu'il Je faut suis là, toujours... là. Pardon? Je suis là, là. Je suis là, là, aujourd'hui. Oui, c'est ça, t'es là, là. Fait que Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant pour certaines personnes d'intégrer le jeûne. Non seulement ça donne une pause au système, mais aussi, tu sais, parce que c'est ça, ça nous donne accès à un autre type d'énergie qui est différent. Ça libère de l'énergie pour d'autres choses. Puis oui, tout à fait, les repas copieux peuvent justement faire aussi qu'il y a un crash par la suite, une certaine fatigue Ouais. qui est associée au repas. Ouais. Ouais. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport au jeûne. Moi, j'ai commencé à faire le jeûne quand on a commencé la formation précog, il y a 1 an. Ça fait déjà 1 an, ça n'a pas de sens. J'avais lu un article scientifique super intéressant, puis c'était justement un article scientifique qui faisait un peu le résumé d'une dizaine d'articles scientifiques sur le sujet.
Fait que je trouvais ça très plausible et très fiable comme source, hein. Il parlait de plein de choses par rapport à la régénération des cellules, la diminution des cellules cancéreuses. En tout cas, j'utilise peut-être pas les bons mots là, médicaux. Autophagie. Ouais. OK. Il y avait aussi un lien par rapport à euh, la stabilisation des sucres, des glucides, ou en tout cas, du moins par rapport au diabète, là. Je ne sais pas si je dis la bonne affaire. Euh, il y avait même une diminution des symptômes là, de diabète, je pense, de type 1 et type 2. Puis là, je mettrai le lien là, de l'article scientifique dans les commentaires parce que je ne peux pas résumer ça là, en plus. En plus, c'est en anglais, fait que j'ai certainement manqué quelques mots, mais en gros, il y avait ça. Puis il donnait aussi des exemples de jeûnes qu'on peut faire. Tu sais, par exemple, faire un 48 heures par semaine, faire deux 24 heures séparées dans une semaine. Ou moi, ce que je fais, c'est que je fais 5 16 heures. Fait que ce que je fais, c'est que je soupe, par exemple, je vais arrêter de souper à 8 heures, puis je vais manger juste le lendemain à midi. Fait qu'en gros, je saute seulement le déjeuner, tu sais. Puis Mhm. c'est pas un jeûne sec, là, je bois beaucoup d'eau. Fait que c'est ça que je fais. Moi, ce que j'ai vu, en plus d'avoir les conséquences un peu plus long terme sur soit les types de cancer ou tout ça, qui m'intéresse, là, qui est une source de motivation pour moi à faire le jeûne, j'ai remarqué assez rapidement que j'avais une concentration vraiment augmentée là, quand je mange pas. Je trouve que ma fluidité aussi verbale va mieux. Je suis capable d'aller chercher des mots que quand je mange, puis quand je suis un peu prise dans ça, soit je trouve pas. Je suis plus créative. Je suis vraiment capable de focusser beaucoup plus là, sur ce que j'ai à faire. Puis côté productivité, là, ben là, c'est sûr que ça augmente, là. Je suis capable de clencher des trucs que je sais qui m'auraient pris beaucoup de temps autrement. Fait Mhm. que c'est ça, c'est un petit mot que je voulais dire sur le jeûne, là. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, mais je trouvais ça bien de plugger ça là. Mm. Ben oui. Ben, en fait, le jeûne, hein, tu sais, ça existe depuis des décennies, là, tu sais, il y a plusieurs sociétés, plusieurs cultures qui intègrent le jeûne régulièrement, tu sais, donc ça date pas d'hier. Tu sais, ça s'appelle euh, le déjeuner, c'est pour déjeuner. Donc, Ouais. déjà dans la nuit, tu sais, on commence un jeûne qui permet, c'est pendant la nuit hein, que toutes nos neurones, les cellules se réparent. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas surcharger, de prendre un gros repas avant de se coucher. Et puis de plus en plus, les études disent aussi que ça serait préférable de jeûner le soir. Parce que, tu sais, de prendre un déjeuner assez copieux, là, tu sais, un bon déjeuner avec des bonnes protéines, des bons gras surtout, euh, nous permet de partir la journée du bon pied, de dire à notre corps, les gens qui souffrent beaucoup d'insomnie, ça permet au corps de dire, OK, ben, c'est le matin, on commence notre journée. Donc, ça peut aider même au niveau de l'énergie pendant la journée. Puis, avec le cycle du jour, ben, le corps, on a le rythme circadien, c'est comme notre horloge interne qui permet à notre corps de dire, OK, bon, mais il est telle heure, puis tout ça. Mais il y a certains organes qui sont plus actifs. Donc, par exemple, en matinée, ben, c'est l'estomac qui est plus actif. Donc, c'est le bon moment de prendre un plus grand déjeuner. Tu sais, il y a Mm. même l'adage qui dit déjeuner comme un roi, dîner comme un prince, puis souper comme un pauvre. Ben, tu sais, si Mm. on essaie de suivre ça, ça sera encore plus bénéfique de jeûner, de débuter le jeûne, en fait, après le dîner. C'est plus Mm. difficile à faire, mais il y aurait encore plus de bénéfices à faire ça de cette façon-là. Ouais, ben tu sais, mettons qu'on calcule 16 heures. Mettons qu'on se dit mettons qu'on déjeune à 8 heures. Ça fait qu'on est capable quand même de prendre une collation vers 3h30, 4 heures. Mhm. Tout à fait. Pas si mal, là. Tu Mm. sais, mettons qu'on prend ton exemple à toi qui est dans son lit à 8h30, 9 heures. Ben, tu sais, il y a quand même pas grand temps, là. Tu passes un 4 heures à peu près avant de te coucher. C'est quand même assez faisable, là. Oui.
Puis il y a aussi le concept que c'est important de manger en lien avec la luminosité du soleil. Puis nous, au Québec, ben c'est justement vers 3h30, 4h que le soleil se couche en plein hiver. Donc, ça serait un moment où tu sais, nos ancêtres, par exemple, dans la nature, ils arrêteraient de manger parce que souvent, c'est plus en lien avec la Hmm. luminosité. OK. Fait que en tout cas, on pourra en parler Hmm. longtemps, mais Ouais. le jeûne, c'est une belle alternative pour permettre à notre corps de se nettoyer, de se régénérer. Donc, c'est pour ça que les gens ils voient plusieurs bénéfices Mhm. au niveau de leur mémoire, leur digestion et compagnie, là. Donc, Mhm. ouais, tout à fait. Ouais, cool. Ça clôt ce truc-là pour l'épisode numéro 4. Oui, Épisode numéro 5, c'était avec Catherine. oui. Tu avais quelque chose à dire par rapport à ça. Ben oui, tu sais, quand je réécoutais l'épisode, ce que je trouvais intéressant, c'est que quand l'anxiété embarque, tu sais, Hmm. Catherine nous expliquait beaucoup, tu sais, les différents challenges qu'elle a eu, autant au niveau de la traversée de la rivière, la nuit solo, la chaleur, les insectes et compagnie. Ben, euh, quand l'anxiété embarque, j'ai réalisé qu'il y a souvent, on va souvent dans justement notre imaginaire, puis on va souvent toucher à ça serait quoi le pire scénario. Tu sais, Hmm. je pense que c'est comme une tendance naturelle là, en lien avec le neuroticisme que je pense qu'on a tous en nous. Puis que juste être au courant de ça. Tu sais. Parce que par exemple, moi, quand j'ai fait ma nuit là, avec la crise d'anxiété et tout ça, ben ce qui m'est traversé l'esprit dans ce moment-là, c'est comme, ben là, si je vis ça à chaque nuit, ça va être quoi? Tu sais, je vais pas pouvoir profiter de mon expérience, mon énergie, je vais être plus fatiguée et tout ça. Puis, je voyais un petit peu le même processus mental avec la chaleur, tu sais. C'est comme, oh mon Dieu, s'il fait chaud de même à chaque jour, c'est quoi que comment je vais traverser ça, tu sais. Euh, fait que c'est ça, juste de savoir que c'est quand on atteint un certain niveau d'anxiété, j'imagine que c'est à partir à peu près du 5-6, là. Je sais pas c'est quoi exactement, là. Il y a peut-être pas de chiffre, en fait, il n'y a pas de chiffre fixe, mais à un certain moment, c'est comme si notre imaginaire, elle part dans le futur, puis elle se dit, ben là, si c'est le même tout le temps, ça va être ça, tu sais. Mhm. Fait que de s'observer quand on va là, puis de se dire, ah, OK, là, on neuroticisme est embarqué, on est rendu dans le pire scénario, on se ramène ici, tu sais, d'être au courant de ça. C'est comme si j'avais intégré ça à un niveau supérieur, là. Ouais. Ouais. Ben oui, hein, l'anxiété, c'est une projection de douleur potentielle, que ce soit physique ou mentale. Mhm. Il faut savoir que l'anxiété, elle est justifiée quand il y a vraiment un danger potentiel et physique ou mental, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est vrai, puis ça veut pas dire que ça va se passer de la façon où on l'imagine. Fait que je pense que, comme tu dis, la projection de se faire des scénarios, de se dire c'est comme ça, puis là, c'est une fatalité. Euh, Surtout parce que quand c'est négatif, on n'a pas besoin de se donner ça, là. On n'a pas besoin de se faire vivre ça. Tu sais. Par contre, dans l'anxiété, évidemment, c'est un signal, puis c'est exactement le point que tu veux aborder. Il y a un signal qui dit, OK, tu vis quelque chose qui n'est pas correct, il faut que tu fasses un changement. Mais là, quand tu arrives dans la projection puis que tu t'en vas plus loin, c'est un peu ça que tu mentionnes, que c'est le signal. C'est comme ça, là, ce signal-là, là, de projection, puis de te dire que tu te fais vivre des émotions négatives qui sont pas justifiées. Step back. Mhm. Reviens là. Reprends sur toi, là, puis c'est quoi que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu peux changer en ce moment pour faire diminuer ton anxiété? Oui. Oui, puis Catherine disait utiliser beaucoup la colère pour comme se sortir justement de son retrait, tu sais. Fait que ça aussi, c'était super intéressant, là. Donc, Ouais. d'apprendre à cultiver la colère à un certain moment pour se mettre en action, pour se ramener, se mettre en action, puis sortir de là, dans le fond. Oui. Et puis je vais faire un parallèle là, avec ce qu'on vient juste de parler. La colère, c'est quoi? C'est une émotion
qui est nécessaire à la protection de notre territoire. C'est quoi notre territoire? Ben, c'est nous. Faut se connaître, puis il faut savoir c'est quoi notre identité. Oui. Ouais. Ouais. Tout est en lien, hein. C'est comme tout. Yeah! Hey, moi, j'aime ça, cet épisode-là. On fera ça plus souvent. Oui, mais moi, je suggère qu'après, comme justement, là, sept épisodes environ, on fasse un petit bilan comme ça, puis on revienne sur les prises de conscience, les choses qui nous ont le plus marqué. Oui, là, on ne sait pas encore, l'épisode va durer combien de temps. Au pire, on les fera peut-être plus souvent, là, mais Ben c'est ça. oui, Mais oui, j'aime ça. Wow, c'est le fun. Hmm. excellent. Euh, Après ça, mais le 6e épisode, c'était ton épisode à toi que tu as parlé de notions vraiment concrètes sur la guérison du corps puis la guérison du système nerveux. J'ai vraiment trippé de t'entendre parler de ça. Euh, Tu parlais aussi de ton attaque de panique. Tu avais quelque chose peut-être à rajouter par rapport à ça ou non? Non, ben j'avais pas rien à rajouter en soi. Tu sais, j'avais mis les liens tu sais, en Oui. conclusion là, tu sais, pour les gens qui veulent en connaître plus sur la kinésiologie appliquée puis sur les RNR, parce que Mhm. tu sais, là, c'était pas le moment de parler de ça, mais si vous avez la curiosité, ben, vous pouvez aller voir ça. Puis Ouais. moi, en fait, c'était quand que j'expliquais là, les réflexes, puis là, j'étais comme dans mon monde de clinique et tout ça. Mais toi, tu as dit, il y a une certaine anxiété qui est normale, puis il y a une certaine anxiété qui est pas normale. Puis on n'a Mhm. pas comme creusé ce partage-là que tu avais fait, puis je trouvais ça beau, puis j'étais comme, ah, ça aurait été intéressant de poursuivre plus dans la direction que tu avais comme lancé, mais que j'ai comme laissé de côté. Fait que là, j'aimerais ça aller le rechercher, puis qu'on on parle de ça. T'es-tu dans la maximisation, là, Marie-Ève? Je veux Euh, tout avoir. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je sais pas, je l'écoutais, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant ça, j'aimerais ça aller là. Fait que, allons-y. Ben non, écoute, c'est pas un reproche du tout, là. Je pense que cet épisode-là, c'est un peu de maximisation, mais en même temps, euh, nécessaire, là, tu sais, nécessaire à pouvoir peut-être assimiler ou faire réaliser des choses aux gens, là, tu sais, qu'on a passé vite un peu. Fait que Mhm. je disais pas ça, là. Oui, l'anxiété normale, l'anxiété pas normale. J'en ai parlé un peu, là, v'là 2, 3 minutes, mais l'anxiété normale et saine, je pense que c'est l'anxiété qu'on appelle autogénérée. C'est une anxiété qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'on sait qu'on va vivre euh, peut-être un potentiel danger. Tu sais, il y a quelque chose avec le défi, le courage, le surpassement de soi, la découverte de soi. L'anxiété qu'on vit qui est autogénérée par nous-mêmes, clairement, elle est saine. Tu sais. Faut être sûr aussi de ne pas dépasser, comme tu parlais un petit peu, le 5 sur 10. Il ne faut pas se mettre dans une position qu'on est en détresse. Là. Ça, c'est clair. Mais une anxiété qui est gérable, qu'on se sent à l'aise de vivre et qui nous permet de nous dépasser, je pense que c'est là qu'il faut aller. L'anxiété qui serait pas normale, ben ça, c'est celle que j'ai parlé tantôt, c'est l'anxiété. L'anxiété qui nous fait nous projeter dans le futur, dans des situations qu'on n'a pas encore vécues, qu'on ne sait pas si ça va se passer comme ça, qui nous fait vivre des émotions négatives vraiment inutilement. Euh, J'irais probablement dans ce sens-là. Mhm. Tout à Ouais. fait. Puis qu'est-ce qui rentre avec l'anxiété qui est pas normal, c'est justement les réflexes, les patrons de mémoire de blessure, là, tu sais. Fait que, tout à fait, là. Ouais. Mhm. Super, Ouais. parce que ça, je pense qu'on n'en parle pas assez de l'anxiété qui est autogénérée, comme tu dis, de l'anxiété qui est choisie. Tu sais, c'est comme, moi, je veux vivre ça, je veux sortir de ma zone de confort. Euh, notre perception de l'anxiété qu'on vit à ce moment-là est totalement différente. Mhm. Ouais. Je peux donner un exemple. Euh,
Quand j'ai commencé à être coach en développement personnel, euh, j'ai commencé à me publiciser sur les réseaux sociaux un peu plus, à dire mon opinion, tu sais. J'ai fait un live, chose que je ne pensais pas possible de faire. Euh, J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise du tout, là. Vraiment zéro pin barre. Mais la façon dont j'ai fait ça, et là, c'était autogénéré, c'était une anxiété autogénérée, je me suis dit, OK, Fanny, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'éventuellement, j'aimerais ça donner des cours en live. Tu sais, live, là, tu sais, faire de l'impro, ben, pas de l'impro, ça. Donner un cours, c'est pas de l'impro, mais de faire quelque chose qui est vraiment que tu peux pas reprendre, que tu peux pas dire je vais me réenregistrer puis ça va être correct. Non. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux faire dans le futur. Puis là, comme je dis, je sais pas à quelle date exactement que cet épisode-là va passer. Peut-être que je vais être déjà en train de faire ça parce que je travaille sur un projet en ce moment. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux me faire vivre cette anxiété-là autogénérée pour me créer un plan d'exposition pour être capable éventuellement d'arriver à l'objectif que je veux? Et ça a été par commencer à faire un live qui a duré 10 minutes. Il y avait personne. Tu sais, je l'avais pas. J'avais fait exprès, là. C'était vraiment voulu, là. Je voulais pas qu'il y ait personne. Finalement, il y a une amie de mes parents qui a comme apparu. J'ai fait Hey, salut Jeannette! Je suis pas toute seule, tu sais. Mais elle faisait pas que ça augmentait mon anxiété du tout. Euh, Après ça, j'ai fait un deuxième live, puis je n'ai fait un troisième. Puis je pense que le quatrième, j'ai jasé 2 heures. Puis là, j'étais comme, OK, toi, ta courbe d'exposition, tu pensais qu'elle allait faire pout, pout, pout de même, là, tu sais, avancer très tranquillement. Puis finalement, c'est comme assez exponentiel. J'aurais pu, j'aurais pu me douter de cet effet-là parce que je suis une personne extravertie, puis je me plais à parler au monde, puis à partager ce que j'apprends, puis tout ça. Fait que j'aurais pu douter de ça. Mais en même temps, la peur de me faire juger, dont l'anxiété, là, dont la source de l'anxiété de cette exposition-là, était quand même assez grande. Mais là, tu vois, de plus en plus, je vis avec le fait que je vais en faire des erreurs, puis je vais en dire des choses qui sont pas correctes, puis dites-le moi, puis je vais me reprendre, puis ça fait partie de l'apprentissage, là. Euh, ouais. Fait que ça, c'est un peu l'exemple que je voulais donner par rapport à l'anxiété autogénérée, tu sais, dans le but de servir un objectif qui est comme moyen-long terme ou même court terme, là, à la limite. Ouais. Donc, tu t'es donné ce petit défi-là, puis finalement, ça a été beaucoup plus rapidement que tu pensais. Euh, Mhm. Ouais. cool. Puis ça peut avoir ça comme effet, là, chez n'importe qui. Puis il y en a pour qui ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend tout le temps de la grosseur du défi, de on part de où, quel genre de personnalité qu'on a, c'est quoi nos ambitions. Est-ce que ce but-là nous parle vraiment ou pas tant? Est-ce que c'est vraiment nous? Ouais, Ouais. ouais. Puis, tu sais, tu as parlé du jugement, puis du jugement des autres, puis cette peur-là. Puis moi, je vois beaucoup le parallèle avec une de mes prises de conscience en lien avec l'épisode avec Steven, qui était l'épisode Oui, numéro 7. oui, oui. Tu voulais-tu qu'on en reparle rendu là? Ben, on est Ou rendu là, je pense. On est on est rendu là. rendu là? Ben là, OK. On Coudon, est rendu là. excuse-moi. T'avais-tu d'autres choses, toi, à dire avant? Suis Fanny. Tabarnouche. Ben non, c'est ça, on est là. Dans le fond, hein, le lien avec Excuse-moi. le jugement, là, puis l'épisode de Steven, c'est que Mhm. ça m'a fait réaliser à un niveau encore plus profond euh, que le jugement, là, tu sais, en général, puis tu sais, on en a tous à certains moments et compagnie, euh, mais ça m'a fait réaliser encore plus à quel point ça sert absolument à rien le jugement, puis là, je m'explique. Le jugement des autres. Tu sais, par exemple, là, si on reprend l'exemple de Steven, qui a décidé de partir à sa nuit solo avec un couteau puis une bille, ben, quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas l'histoire de Steven, qui comprend pas pourquoi, ça pourrait être facile de juger ça. Eh oui. Puis Steven, lui, quand on sait son histoire, l'histoire qu'il a fait lui-même son couteau, puis que c'est pour ça qu'il voulait amener son couteau avec lui, puis que c'était symbolique, Mhm.
le fait qu'il voulait amener sa bille, parce à cause de toute la symbolique qu'il y a derrière ça, puis il y a plus que ça, là. Le fait que lui, d'habitude, il s'obligeait à sortir vraiment de sa zone de confort à un niveau extrême. Puis que là, qu'il avait dit, non, non, je vais quand même m'apporter mon couteau pour pas partir avec rien, parce qu'il dit, au début, je me suis dit, ah, je vais partir avec rien. Mais pour lui, pour Steven, le fait de se donner un défi, mais qui n'était pas le défi extrême, l'affaire la plus intense qui pouvait s'infliger, tu sais, à part, mettons, de se créer une blessure avant de partir. Mais tu sais, pour lui, c'était une évolution. C'était, c'était son défi à lui, tu sais, puis Mhm. il a su adapter. Fait que je vois Oui. vraiment ça avec, on a notre tendance naturelle, puis là, on voulait sortir de notre zone de confort, faire un choix différent. Ben, la Mhm. tendance naturelle de chacun est différente. Autant qu'une personne aurait pu décider de partir avec tout son stock, euh, parce que c'est sa première nuit solo qui passe dehors, puis que déjà ça, c'est une sortie de zone, mais pour cette personne-là, c'est pas sa tendance naturelle. Fait que déjà là, c'est gagnant, tu sais. Fait que, je sais que c'est comme une évidence, ça, mais c'est comme si je poussais ça plus loin, puis je me disais, hey, le jugement, là, ça sert tellement à rien parce que c'est un jugement selon notre vision du monde à nous, qui n'a rien à voir avec la vision du monde de l'autre personne. C'est tellement ça, Marie-Ève, là. Puis c'est un peu ça que je voyais. J'ai parlé de ça dernièrement avec un ami. C'est quoi la différence entre le jugement puis l'observation? Puis ce que j'en ai conclu rapidement comme ça en y pensant live avec lui, c'est que le jugement est une observation mélangée, comme tu dis, avec nos émotions intérieures, notre vécu, nos lunettes, notre personnalité, nos défis personnels, toute la partie subjective là, de ce qu'on peut ajouter à cette observation-là. Euh, Puis ça sert en rien la personne qu'on juge. Tu sais, on a le droit d'avoir un jugement intérieur, de dire, ouf, OK, on n'est pas sur la même planète. Tu sais, on n'est pas à la même page. Moi, je suis pas rendue là. Et wow, tu sais, on a le droit d'avoir des opinions, là. Mais un jugement, je trouve que c'est un peu plus gratuit, c'est un peu plus négatif, c'est un peu plus une fatalité, c'est une généralisation, c'est vraiment quelque chose qui va pas servir à affiner justement nos opinions et notre façon de penser. Oui. Puis c'est de ne pas comprendre l'univers de l'autre. Puis Mhm. pourquoi qu'il fait ça? Parce que probablement que si on était dans sa peau à 100% et qu'on avait vécu tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, on ferait le même maudit choix que la personne. C'est juste que là, on a une perspective différente de la situation. Fait qu'au final, ce qui ressort de notre jugement quand on en a un, ça nous concerne juste nous. Oui, c'est ça. Fait que, tu Ça sais, nous si concerne, nous, puis ça nous aide pas, en plus. ben, ça peut nous aider si on écoute on observe notre jugement. Tu sais, mettons que moi, Steven, là, je sais pas, je le vois partir, puis là, je suis comme, ben voyons, il part avec un couteau puis une bille. Ou, ben voyons, mettons qu'il y aurait juste, mettons qu'on enlève la bille, là, parce qu'on sait que c'est comme plus complexe la symbolique derrière, mettons qu'il aurait juste parti avec un couteau, mais j'aurais pu me dire, me sentir inférieure. Ah, ben là, il part juste avec un truc, je me sens inférieure. Euh, Mhm. ou j'aurais pu dire, ah, il y a l'autre qui se veut se prendre pour un frais puis partir avec juste un truc. Mhm. C'est tous des juges. Ben, tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui a eu ces jugements-là, mais j'essaie juste de ressortir les possibilités. Mais au final, ça révèle quelque chose juste sur la personne. La personne qui se dit, ah, ben, regarde-le qui veut faire le frais puis partir avec juste un. Ben, ça révèle quelque chose sur la personne qui a cette perspective-là. Ou, elle regarde cette personne-là, comment elle est inspirante, à part juste avec un truc, tu sais, elle veut vraiment sortir de sa zone de confort puis tout ça. Ouais. Mais ça révèle quelque chose sur cette personne-là qui doit être inspirante aussi de sa façon de gérer les choses. Fait, en tout cas, je trouvais que ça Mhm. remettait l'importance que
c'est pas l'action, c'est pas le choix qui est important, mais c'est toujours, c'est quoi l'intention derrière ce choix-là, en fond. Mhm. Ouais. Ouais, puis tu amènes la notion d'apprentissage, tu sais. Je pense, je pense qu'à force de juger et à force de faire des apprentissages, de ne pas juger, je pense qu'on finit par être capable de ne pas juger. Euh, je- j'avais une discussion exactement sur ça avec mon fils ce matin. Ma fille, puis je donne un petit exemple vraiment banal, là. Ma fille, elle avait son cache-cou, puis là, mon fils, il dit, ouais, mais c'est-tu ton gros cache-cou ou c'est ton petit cache-cou, là? Parce qu'il dit, il fait 3 degrés dehors. Fait qu'elle dit, ben, c'est mon gros cache-cou. Ben non, c'est pas vrai. Moi, quand j'entends ça, là, je l'ai arrêté tout de suite. Et Logan, avant de dire c'est pas vrai, j'aimerais beaucoup ça que tu lui poses une question. Sois curieux. Parce que ça, c'est un jugement, là. C'est un jugement. Il a jugé, lui, que c'était pas vrai qu'est-ce qu'elle disait. Fait que je disais, à la place, tu pourrais lui demander, est-ce que tu es certaine? Parce que moi, il me semble que j'ai vu que c'était pas ça. Hey, je veux dire, la dynamique, elle vient complètement de changer entre les deux, là. La première chose, elle se fait attaquer. La deuxième, elle se fait sentir comme si elle était intéressante et que son opinion valait quelque chose. Méga différence dans le comportement, là. Sa réaction à elle, puis après ça, la suite de ce qui vient dans la conversation. Mhm. Tu sais, je suis pas tout le temps de même avec mes enfants, là. Des fois, j'en laisse passer parce que c'est juste gestion de mon énergie à moi, là. Mais quand je peux intervenir comme ça sur des comportements que je sais qui pourraient avoir un impact entre eux, entre les amis, envers moi même ou envers leur père, tu sais, je prends le flambeau puis je l'utilise, là, mais oui, Ouais, c'est ça. ouais. Très intéressant, vraiment. J'essaie de revoir si j'avais oublié quelque chose Oui. avec ça. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui m'est remontées là, en discutant avec Steven. Fait que ça, c'était la première chose. Puis il y avait l'autre chose aussi, c'était tu sais, évidemment hein, tu sais, l'importance du temps qui passe, puis de vouloir réaliser les rêves, toujours en lien avec cette fameuse bille-là. Tu sais, lui, là, il y a eu une personne qui est partie, son beau-père qui est décédé, qui lui a fait réaliser ça. C'est sûr qu'il le savait déjà, mais encore une fois, c'est un autre niveau de profondeur de comme, hey, OK, la vie va vite, tu sais, de se donner le droit de vivre ses rêves, puis de pas, Mhm. euh, de pas non plus rentrer dans la peur du manque ou dans l'urgence de vivre, mais de se donner le droit, puis d'y aller, puis de... Mhm. fait que ça aussi, c'est un autre thème puissant là, qui est ressorti. Ouais. Ouais, c'est un grand apprentissage, je pense, d'être capable. Je pense que tu avais terminé l'épisode numéro 1 avec ça. C'était de se donner le droit, Mhm. se donner le droit de vivre des choses qu'on a envie. Puis là, tu vas m'excuser, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle encore avec le choix de la satisfaction. Tu sais, à un moment donné, je pense que oui, on a tout envie d'aller faire le tour de la planète, ou presque, là. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. Mais il y a pas l'urgence, là. J'ai pas l'urgence, là, demain matin, de partir avec mon pack-sac puis de faire le tour de la planète, là. Mais de me donner le droit de temps en temps d'aller visiter des endroits puis de vivre des expériences qui me tentent, ben, c'est un peu ça, tu sais, le pot de billes là, de Steven. C'est de dire, OK, tu sais, une fois de temps en temps, j'en prends une parce que c'est important de saupoudrer la vie qui va vite de cette magie-là, parce que ça vaut la peine. Il y a tellement de choses magiques à vivre. Ouais, ouais, vraiment. C'était un autre beau Mhm. Ah highlight. oui, les billes. Oui, les billes, vraiment. Puis aussi, l'avant-dernière chose, c'était l'acceptation, tu sais, qu'on a des forces différentes, évidemment, que chacun Mhm. peut apporter ce qui est requis au moment qui est requis. Donc, euh,
c'est ça, on a différents rôles, on a différentes expériences, bagages de par le passé, puis c'est comme, OK, ben, ça, moi, je me sens à l'aise là-dedans, je peux apporter ça, puis l'autre personne peut apporter d'autres choses, puis c'est là qu'on crée quelque chose de puissant. Euh, Mhm. Fait que, Ouais. c'est un peu ça qu'on est en train de faire au final, là, tu sais. Moi, mettons, comme tantôt on parlait de trucs de santé, ben là, je stepais in parce que ça me touchait directement. Quand on Mhm. parle d'enfants, mais toi, t'as de l'expérience de tes mousses, puis t'amènes ça. Moi, j'aime ça. Moi, je veux des enfants c'est dans un futur rapproché, mais c'est comme, ah, ben, je vais essayer d'en apprendre déjà pour, tu sais, Mhm. Fanny, elle a appris plein de choses avec ses enfants, fait que je vais essayer d'implanter ça le mieux que je peux à ma façon quand ils vont Mhm. être là. Fait que, tu sais, fait que Ouais. je trouve ça le fun, ça, cet échange-là de force, d'expérience. Mhm. Ouais. C'est très important pour faire ben, tu sais, le bilan, pour catalyser, pour être capable de gérer l'énergie mieux par la suite, hein. Mhm. Oui, puis le T'avais un dernier point, point, c'est euh, ça. ouais, c'est que encore avec Steven, tu sais, j'en ai parlé un peu, là, tu sais, mais moi, ça m'a beaucoup fait la situation là, qui a fait chaud, puis là, que je savais pas si je devais stepper in, stepper pas in, puis ça m'a remis en lumière euh, que quand j'étais très jeune, tu sais, la motivation extrinsèque, c'était ma motivation principale. C'était vraiment par là que j'allais justement goûter à cette énergie-là. Ben, pas goûter, mais que c'était comme mon carburant principal. Euh, Puis, il y a comme, je sais pas ça fait combien de temps exactement, mais mettons entre 5 et 7 ans, je me suis rendu compte de ça. Euh, je sais pas si c'est dans un livre que j'ai lu ou tu sais, quelque chose comme ça en développement personnel, mais à un moment donné, j'ai comme vu que, oh boy, tu sais, je ne suis pas propriétaire de mes sources d'énergie. Puis, Mhm. ça m'a comme sauté dans la face là, à ce moment-là. Puis Ouais. ça avait été tough, là, tu sais, je me rappelle que j'avais été dure envers moi-même, puis tu sais, j'étais comme, hey, toutes ces années-là que tu as été dépendante comme de l'énergie extérieure, puis j'ai comme développé une aversion envers toutes les sources de reconnaissance extérieure, tu sais, que ce Mhm. soit, mettons, en clinique, quand les patients ils me disent, hey, merci, telle affaire, tu sais, c'est comme, je suis contente pour eux, vraiment, mais c'est comme si je veux pas prendre l'énergie qui vient de ça. Tu sais, j'ai vraiment développé une aversion. Fait que là, c'est comme dans mon spectrum, j'étais à l'extrême, full motivation extrinsèque. Puis j'ai comme fait, non, moi, c'est pas vrai, je veux aller à l'autre extrême. Ouais. Puis, Je peux oui, vas-y. Ouais, je peux peut-être expliquer juste aux gens, là, parce qu'effectivement, il y a le spectrum des énergies intrinsèques et extrinsèques. Je peux peut-être juste expliquer un peu c'est quoi, là. Je pense pas qu'on en a parlé encore dans les épisodes nécessairement. Pas en profondeur. Non, c'est ça, hein. Dans le fond, les types de motivation, c'est ça, il y a comme on part à la base où il n'y a pas de motivation du tout, donc on l'appelle la motivation. Et ensuite, quand commence à avoir une certaine énergie à vouloir déplacer, à vouloir se déplacer, à vouloir avancer vers quelque chose, on va commencer par appeler ça de l'énergie extrinsèque. Souvent, cette énergie-là, ça va être des motivations telles l'argent, la reconnaissance sociale. Ça va être très, ben c'est ça, externe, là, très introjecté, par exemple. Ensuite, on rajoute un petit peu plus de motivation intrinsèque au travers de ça. Comme tu disais, c'est un spectrum. On s'en va vers plus de l'identifier ou de l'intégrer. Là, c'est un mélange vraiment des deux. Puis éventuellement, on s'en va vers de l'interne, purement dit, là, de l'intrinsèque. Et tu parles de ne pas être propriétaire, c'est un peu ça. Tu sais, si on prend l'exemple, par exemple, de faire un travail puis d'avoir de l'argent, mais que le travail, on ne l'aime pas. OK? Si on est complètement dans l'extrinsèque ou du moins dans l'introjecté. Non, l'extrinsèque, je m'excuse. L'extrinsèque pour l'argent. Euh, ben, on est toujours dépendant de ça. Il faut toujours qu'on y retourne pour avoir la récompense. Ça peut faire ça aussi un peu avec tu sais, recevoir des prix. Tu sais. Tout ce qui est
tout ce qui est hors de notre contrôle un peu, finalement. Les motivations sont vraiment de l'externe. C'est un peu ça, finalement. Puis plus on s'en va vers l'intrinsèque, mais c'est des motivations qui nous ressemblent plus, c'est des motivations qui sont vraiment en lien avec notre identité. On a vraiment envie de les faire, peu importe les conséquences. Donc ça va être des passions, ça va être alimenter nos motivations à nous à devenir meilleurs dans quelque chose. Surtout en lien avec les habiletés, je dirais. De ce que j'ai constaté, du moins, là, quand c'est purement intrinsèque, ça va être vraiment, je veux devenir meilleur, je veux être fier de moi, peu importe ce que les autres disent, de ce que pensent, peu importe si je gagne des prix ou pas. Puis je pense que on pourrait faire le lien avec certains athlètes olympiques. Tu sais, oui, il y a la médaille, mais je pense que quand tu fais un sport qui est principalement intrinsèque, c'est là que tu vas performer le plus parce que tu as tellement envie de le faire, peu importe c'est quoi qui est au bout, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, Il faut qu'ils soient solides, là, tu sais, ces athlètes-là, parce ouais, que justement, tu sais, ils sont constamment face à des sources de motivation extrinsèques qui, plus ils réussissent bien, plus sont importantes, les commanditaires, les médailles, comme tu dis, les ouais. bourses, etc. Euh, Mhm. fait que, tu sais, ça fait un peu référence à, tu sais, quand Guillaume il dit avec quelqu'un qui gagne un gros montant d'argent, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que la personne, elle n'a pas développé tout ce qui est nécessaire en arrière. Mhm. La découverte de soi n'est pas nécessairement faite pour pouvoir vraiment utiliser à bon escient ce montant-là, puis faire fructifier ça sans perdre la motivation, en fait. C'est ça. On peut facilement détruire notre motivation intrinsèque quand on rajoute des motivations extrinsèques à ça. Fait que faut faire attention, puis c'est une question de balance, là, simplement. On peut faire des millions, mais il faut que ces millions-là représentent aussi les millions qui valent, tu sais, dans notre tête, là. Ouais. Ouais. Fait que ça l'a comme Oui. remis, c'est pour revenir à l'exemple, là, tu sais, en lien avec OK, est-ce que je viens aider, est-ce que je viens pas aider? Ben, c'est ça, j'ai réalisé que j'avais encore de l'aversion en lien avec les motivations extrinsèques. Mhm. Comme si c'était comme non, moi je veux absolument pas aller là-dedans, comme si j'avais un peu peur de ça. Comme Euh, si c'était plus bon, là. Toi, t'avais catégorisé ça, extrinsèque, c'est pas bon, là. On doit pas avoir ça. oui, puis c'est comme si je me disais, ben là, je, je l'ai tellement utilisé ça longtemps, tu sais, au final, j'imagine que je l'utilisais parce que j'avais pas développé les autres ressources, là, tu sais, derrière. Euh, Fait que c'est ça. Puis le fait d'avoir ce questionnement-là de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ben moi j'appelle ça mon détecteur d'épateur de galerie, là, tu sais, quand tu veux épater la galerie. Fait que c'est Projeté, comme là. ouais, il est vraiment puissant là, celui-là parce que je l'ai beaucoup utilisé pour me sortir de ça. Puis de me dire toujours, ben là, c'est quoi ton intention? Fait que ça revient à ce qu'on a parlé un petit peu précédemment. OK, bon, mais c'est quoi ton intention? Ben là, ton intention, c'est d'aider la personne, elle Mm. va pas bien, tu veux la supporter si elle a besoin, tu peux, tu sais, comme l'hydrater, peu importe, là, dans le cas de la chaleur. Mais tu sais, Mhm. l'intention c'était ça derrière, mais c'est pas ça qui est important. Ben oui, sur le moment, c'était ça qui est important, mais ce que moi, ça m'a fait révéler, c'est que puisque cette aversion-là est encore présente, mais ça veut dire que j'ai pas encore fait la paix avec ces motivations extrinsèques-là. Puis Mhm. c'est ça ma prochaine étape, dans le fond. Parce que Guillaume, il dit, c'est correct d'avoir autant la motivation intrinsèque qu'extrinsèque, mais il faut toujours que ton intrinsèque soit supérieur. Fait que là, je vais essayer de faire la paix avec ces motivations extrinsèques-là, des recevoir, tu sais, des fois quand on reçoit des remerciements, ou tu sais, vraiment comme de le prendre, de le recevoir, sans que ça devienne comme ma seule source d'énergie. Mais je pense pas que ça peut vraiment rebalancer. Ben en tout cas, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de ça, mais bref, c'était ça, ma dernière prise de conscience en lien avec l'épisode de Steven. Mhm. C'est Mm. ça, dans le fond, tu veux être capable de l'apprécier sans devenir addictive, là, tu sais,
Ça se dit-tu? Addict? Je sais pas. Mais je Je comprends. cherche le mot français. Ouais. Ouais. Sans devenir Accro. accro. Exactement. Accro. C'était ça le mot. C'est ça. Parce qu'on peut facilement devenir accro à ça, hein. Puis, tu sais, on n'a pas parlé de nourriture nécessairement, mais je faisais un lien aussi tantôt quand tu parlais de papier puis de bûche. Tu parlais de glucides puis de protéines. Mais c'est un peu ça, là. L'extrinsèque, c'est le papier, c'est les glucides. Euh, c'est quand même nécessaire de temps en temps, tu sais, d'avoir ce matériel-là à se mettre sous la dent pour être capable d'avoir de l'énergie rapidement. Mais il faut être sûr d'avoir assez de bûches, puis d'avoir assez de protéines, puis d'avoir assez de ce matériel-là pour être capable de fonctionner longtemps. Euh, ouais, j'avais fait ce parallèle-là tantôt. Tu m'as peut-être vu prendre des notes. J'ai fait Oh boy, ça c'est bon. Oui, 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 tout à fait. Ben, tu sais, en fait, hein, quand il y a une vérité, moi j'appelle ça comme ça, tu sais, quand il y a une vérité qui s'applique à plusieurs concepts. Tu sais, mettons, moi je vais à une formation en spiritualité, puis là, on apprend quelque chose, puis là, mettons, Guillaume, il enseigne quelque chose en formation, puis au final, c'est le même message dit différemment, mais c'est la même affaire. Puis là, plus le niveau scientifique avec Guillaume, plus le niveau spirituel, ou plus en santé, ou tu sais. Ben moi, j'appelle ça une vérité comme un peu universelle. C'est comme une vérité que peu importe, tu regardes dans toutes les sphères, ça fit. Ben là, ça, moi, j'adopte ça comme vrai, là, tu sais. Fait que l'analogie avec l'énergie, ben ça fit de plusieurs façons. Fait que moi, je pense que c'est une belle vérité qu'on peut s'approprier. En tout cas, moi, je choisis de me l'approprier. Ben oui, tout à fait. Autant que c'est bon du chocolat de temps en temps, là, tu sais. Faut pas se Les priver, là. petits plaisirs de la vie. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Hey, Euh, on a réussi à faire cet épisode-là, un épisode un peu différent, mais c'était intéressant, hein. Ça nous permettait en même temps de revoir certains concepts qu'on a vus dans Précog, puis justement, tu sais, de pousser ça à un autre niveau, puis c'était le fun. J'ai bien aimé ça. ouais, moi aussi. On reprend ça. Ouais, ouais, on va refaire d'autres bilans dans le futur. Dites-nous si vous avez aimé ça. En tout cas, nous, on a trouvé bien ça. Moi, j'ai adoré ça. C'était différent aussi. Ça Mhm. correspond, ça remplit notre ouverture, là, notre besoin d'ouverture, de changement. Oui, oui, puis aussi d'introspection, là, parce qu'on réécoute les épisodes, puis on est comme, oh non, tu sais, il nous manquait des affaires. Puis... Ouais, Oui. tout à fait. Ah, ben cool. Ben merci Fanny. Puis au plaisir d'enregistrer un prochain épisode ensemble. Là, si tout va bien, le prochain, ça va être avec un invité. Donc, Mhm. j'ai hâte d'enregistrer ça. Oui. Bon, ben, salut tout le monde! Bye, bonne journée! Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben, lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!